Eh bien voilà, le moment est venu pour le Club Cœur et Santé. Bonjour Edwige. Oui, bonjour Mathieu et merci de nous donner de ton temps justement pour nous faire la technique avec plaisir, Edwige. Merci Mathieu. L'info santé avec le docteur Vauduit et le docteur Zedane. Bonsoir messieurs les docteurs. Bonsoir Edwige. Bonsoir Mathieu. Eh bien bonsoir. Bonsoir docteur Zedane. Alors là aujourd'hui donc merci à vous tous et toutes de vous brancher sur l'antenne de Radio Pisalène. On sait qu'on diffuse sur 3 fréquences, un rayon de 70 km et aujourd'hui dans le club Cœur et Santé, nous recevons le docteur Zedane pour une émission la maladie de Lyme ou de Lyme. Les deux sont valables. La version anglaise c'est Lyme, la version française c'est Lyme. Voilà, donc on peut dire ce qu'on veut. Il y a un changement de terminologie qui est en cours aujourd'hui. On verra plus tard. Il va y avoir un changement de nom. Changement de nom, je pense dans la population générale, ça va rester toujours la maladie de Lyme parce qu'aujourd'hui, on parle plutôt d'une maladie vectorielle qu'une maladie ciblée à une seule infection transmise par les tiques. Alors ma première question, bien sûr, qu'est-ce que c'est la maladie de Lyme ? Peut-être que Dr Zedane te présente. Oui, bien sûr. Je prends la parole. Oui, allez-y. Je suis médecin de spécialité médecine interne. J'ai fait une bonne partie de ma formation dans la région parisienne avec professeur Perron à Garches dans le 92. Après, j'ai continué mes formations dans le cadre plutôt de la médecine interne et la médecine aiguë, urgence, réanimation. Je suis arrivé à la polyclinique Saint-Côme il y a 2 ans, après avoir fait un parcours dans plusieurs hôpitaux. Et je me suis installé définitivement à Saint-Côme depuis 2 ans, où je développe une activité médicale. Ce jour-là, c'est concentré sur la médecine interne et la médecine polyvalente au sein de la polyclinique. Alors donc, je reviens. Alors, je reprends pour la maladie de Lyme. La maladie de Lyme, à l'origine, c'est une maladie d'origine infectieuse qui est transmis principalement par les tiques qui sont présents autour, qui sont bien présents dans la région ici et un peu partout en France et dans le monde entier. C'est une maladie que sa terminologie revient à une petite ville aux États-Unis qui s'appelait Lyme, où on a fait le diagnostic la première fois de cette maladie en 1975. Par la suite, il y a les recherches qui se sont développées. A priori, c'est une maladie. La responsable pathogène de cette maladie, c'est la Borrelia, où il y en a plusieurs types qui sont transmis lors de morsures d'une tique. Aujourd'hui, je pense on parlera plutôt d'une maladie vectorielle transmise par les tiques, vu que ce qu'il faut savoir que la tique, ça ressemble à une poche de sang, qu'il y a beaucoup de parasites, beaucoup de pathogènes qui sont transmis lors de cette morsure. C'est ce que j'allais vous demander justement. Qu'est-ce que c'est alors on dit une tique. Une tique. Après vérification, c'est une tique. Une poche de sang. Ça ressemblerait à une poche de sang, une poche pleine de sang quand elle pique. A priori, c'est sa mode de vie en fait. Elle s'alimente par les tiques, par les morsures. Et après, dans sa cycle de vie, elle s'approche à plusieurs hôtes. Et c'est lors de cette cycle de vie, ces maladies sont transmises. Alors, oui, vous avez parlé de Borrelia. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu, décrire pour nos auditeurs ce que c'est Borrelia? Alors, Borrelia, c'est une espèce de rhinochite qui ressemblerait au Borrelia de syphilis. C'est à peu près la même définition. Et c'est une bactérie. C'est une bactérie. C'est une bactérie qui est transmise lors de piqûres de tiques. Oui. C'est un microbe, en quelque sorte. C'est un microbe, une bactérie. Et alors, le bactéria, ça, vous le savez, c'est quand la personne fait des examens? Voilà, on va rentrer dans le sujet. En fait, si vous voulez, ce qu'il faut garder dans l'esprit, que pas toutes les tiques sont infectées par le Borrelia. Et lors d'une piqûre par une tique qui est bien contaminée par ce pathogène, la transmission de cette maladie... Alors, et la suivante, c'est dans les bois, c'est où est-ce que je peux me faire piquer par le tique ou la tique? Les tiques principalement sont dans les forêts, dans les bois, dans le prairie, mais aujourd'hui aussi on peut les trouver même dans ses propres jardins, car sont amenés des fois par les animaux domestiques. Oui. Qu'on les trouve, qu'on les promène dans les bois avec nous, et des fois sont transmis, qu'ils transmettent les tiques dans nos jardins. D'où il faut rester vigilant. Quand on rentre d'une promenade dans la forêt, il faut bien s'examiner déjà et examiner son animal pour vérifier qu'il n'y en a pas
qui n'est pas atteint ou n'est pas porteur d'une tique. D'accord, si je vais me balader tous les jours, donc je dois alors la précaution à prendre, c'est quand même de bien se couvrir quand même. Alors la prévention reste le premier traitement efficace contre cette maladie. La prévention se présente par déjà essayer d'éviter les endroits qui sont bien infectés par les tiques. Mais comment le sait-on ça? Il y a quelques sites qui existent toujours aujourd'hui sur l'internet. Il y a certaines mairies qui déclarent. Il y a certaines régions qui sont connues qu'il faut essayer de les éviter. En tout cas, la prévention le plus efficace, c'est par bien s'habiller avec des habits qui couvrent le maximum de notre corps. Et ne pas oublier un chapeau parce que les tiques, ça peut tomber des fois des arbres. Et la deuxième étape, c'est en rentrant chez soi, de façon mutuelle, si on est en couple, qu'il n'y a pas des tiques, en bien fouillant dans les plis, parce que ce qu'il faut savoir que ces insectes, elles se cachent bien dans les plis chauds où il n'y a pas de lumière, derrière les oreilles, des fois cuir chevelu, sous les aisselles, dans les plis inguinaux. Il faut bien regarder et bien vérifier. Moi, je recommande toujours à mes patients, le lendemain aussi, de bien vérifier, parce que des fois, la première vérification, on voit rien. C'est tellement petit qu'on peut passer à côté. C'est petit? C'est 2-3 mm des fois, qu'on ne voit pas du tout à l'œil nu, ou parce que c'est caché dans la cuir chevelu, ou derrière les oreilles, on ne le voit pas du tout. D'où il faut toujours vérifier. Alors, je vais me balader avec mon chien, mais forcément, alors pas mon chat, non, mais le chien peut attraper aussi ce qu'il faut savoir, que ces insectes cherchent à se nourrir, et il a besoin de sang. D'accord, voilà. D'où aussi une autre chose, l'atteinte de l'être humain, c'est plutôt accidentel. Les tiques n'attaquent pas l'être humain. Elles cherchent n'importe quel hôte qui a de sang pour se nourrir. C'est Dracula, hein? À peu près. C'est Dracula, mais à petite échelle. Parce que là, s'il n'a pas de sang, la tique ne vit pas? Non, c'est sa nourriture principale pour le sang. Le sang. Alors, ça peut être... Ça lui permet de compléter sa cycle de vie, si vous voulez. D'accord. Comme vous dites tout à l'heure, vous disiez, dans le bois, c'est vrai que le tic, avant de piquer sur l'humain, il a été piqué, je sais pas moi, le cerf... Alors voilà, dans le cycle de vie de ces tiques-là, elles étaient nourries par plusieurs sources dans la forêt, qu'on ignore c'est quoi, c'est les cerfs, les gibiers, les renards. Et quand elles arrivent sur l'être humain, tout ce qu'ils ont ramassé, système digestif, peut être transmis à l'être humain. Mais il faut aussi savoir que pas toutes les tiques sont infectées. Ça, il faut le savoir aussi. Oui, c'est pas parce qu'on est piqué par une tique, c'est égal maladie de Lyme. Comment le sait-on, ça? Alors aujourd'hui, j'ai pas le moyen de vous répondre à cette question. Je sais pas comment une tique est malade ou non par le Borrelia. D'ailleurs, on n'est pas malade parce qu'elle est porteur de ce germe-là. D'accord. Ce qui compte, c'est comment on est malade. Oui. Alors... Il y a des études qui ont montré qu'aujourd'hui, en France, ça varie entre 1 sur 4 et 1 sur 3 des tiques sont infectés. Et ça varie selon les régions. Et en France, si vous prenez par exemple aux États-Unis, il y a certaines régions qui sont 100%. Et pareil en Allemagne. Donc là, il faut quand même se renseigner, comme vous dites, sur Internet. Maintenant, tout le monde a Internet. Les zones qui fait. Moi, je dirais plutôt se renseigner. Le meilleur qui pour vos réponses, c'est votre médecin traitant. D'accord. Il faut s'adresser toujours en premier aux médecins traitants qui devront apporter la réponse à beaucoup de questions. Alors, je me fais piquer par un tic. Qu'est-ce que je fais? Alors, vous venez de découvrir une tique suite à une promenade dans la forêt. Oui. Ce qu'il faut savoir, qu'il faut jamais essayer de le retirer avec les doigts, ni avec une pince à épingle. Il faut essayer de le retirer avec une pince à tique. Ça, vous le trouvez dans la pharmacie. De façon correcte, c'est en prenant la tique et en faisant un demi-tour et la retirer. Il faut jamais écraser, ni appliquer, ni d'éther, ni de parfum, ni rien de tout. Parce que tout ce que vous allez gagner, vous allez hériter la tique et elle va regurgiter tout ce qu'il a dans la peau. Ouais, ça, c'est bon à savoir parce que c'est quand même quelque chose que on ne connaît pas. J'ai vu quelques patients qui ont l'idée, quand ils ont vu la tique, d'essayer de l'arracher. Et là, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire avec une tique. Vous prenez votre temps, vous allez chercher une pince et vous l'arrachez avec cette pince-là. Et vous surveillez. Au moindre rougeur, vous allez voir votre médecin. En fait, si vous voulez, moi, dans ma pratique, quand je sais que le patient, ça fait plusieurs heures que la tique, je pense dans une bonne partie des cas, ça dépend après les comorbidités de chaque patient, ce qu'il a comme pathologie, l'âge. Moi, pour les enfants, je préfère mettre une dose d'antibiothérapie
bien conduit. Une dose d'antibiothérapie. D'antibiotique. D'accord. Ah oui. Qui sera adapté à chaque enfant, parce qu'il y a l'allergie, voilà, c'est le médecin traitant qui guidera plutôt ce traitement. C'est vrai, oui. De ne pas laisser sans traitement, surtout si on a presque la certitude que la tique, elle est là plus que 10 heures. Moi, à partir de 4 heures, ça commence à m'inquiéter. Alors, une fois que je me suis fait piquer par le tic, les réactions peuvent être faites 4 heures après. C'est là que vous... Non, la réaction, vous n'allez pas le voir, hein, parce que la tique, ce que je vous ai dit tout à l'heure, elle est tellement maligne qu'elle injecte un produit anesthésiant. Vous ne sentez pas la piqûre. Elle va rester sur vous quelques heures, quelques jours. Vous n'allez pas sentir la présence de cet insecte. Docteur, c'est vrai que on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est important lorsque l'on va se balader dans les bois. Oui, nous, le chien, mais aussi les enfants. Le danger aussi, il faut penser aussi les enfants. Il faut savoir que les tiques sont présents sur les herbes qui sont un peu hautes. Pour nous, la taille, ça va arriver jusqu'au bassin, mais pour les enfants, c'est la tête. D'où il faut bien vérifier, bien veiller à l'entrée, de bien vérifier l'enfant de tête aux pieds et revérifier le lendemain. Alors, c'est vrai, comme vous disiez, c'est important quand même de bien de protéger. Et quand on se promène dans les bois aussi, ce qui est le plus important, c'est respecter le chemin, ne pas s'aventurer à rentrer entre les arbres, dans les petits buissons, parce que les tiques sont présents plutôt là. S'il y a un chemin dans la forêt, essayez de le respecter et marcher faire le promenade dans les sites qui sont bien indiqués. Alors, tout à l'heure, vous étiez en train de nous dire, c'est vrai, les bottes, je veux dire... La prévention, c'est se mettre des habits qui sont assez longs, qui couvrent les bras, les jambes, les bottes, et des habits plutôt clairs, de temps clair, comme ça, on détecte beaucoup plus simplement et facilement la présence des tiques ou autre chose aussi, parce que dans la forêt, il n'y a pas que les tiques, il y a les moustiques, il y a les mouches, il y a plein d'insectes. Oui. Un chapeau sur la tête pour protéger aussi la tête, parce que c'est l'endroit où les tiques peuvent se cacher et on ne les voit pas avec les cheveux. Sauf pour les chauves, ils ont de la chance. Alors, donc voilà, je me suis fait piquer par une tique, je rentre chez moi. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je dois consulter, je dois m'inquiéter, je dois faire des examens ? Alors aujourd'hui, vous êtes rentré chez vous d'une promenade, vous avez vu la tique, vous l'avez arrachée de façon correcte avec une pince, que la tique ça fait pas plus que 4 à 5 heures qu'elle est sur vous. Je ferai rien de plus, c'est à surveiller. Un cas d'apparition d'un rougeur, un érythème, ça vaut le coup de traiter. Ce que j'ai dit tout à l'heure, que pas toutes les tiques sont infectées. Vous avez aussi, en tant qu'être humain, un système immunitaire qui est capable de se défendre. Oui. Ce qu'il faut s'inquiéter quand la présence de la tique, ça fait plus que quelques heures et elle est bien regorgée de sang. Ça, il faut s'inquiéter, il faut consulter le médecin, votre médecin traitant ou un autre médecin, pour ne pas rester sans traitement antibiotique, parce que, très important, quand on démarre en antibiothérapie rapidement, on éloigne la possibilité d'être porteur d'une maladie chronique par la suite. C'est ça aussi le point clé. Quand une antibiothérapie qui est mise en route rapidement pour une durée suffisante, a priori, ça réduit beaucoup plus la chance de devenir une maladie de Lyme chronique. En fait, c'est ça le problème de Lyme aujourd'hui. C'est pas la phase première, c'est plutôt la phase tertiaire, secondaire, persistant. Il y a plusieurs terminologies. Mais quand ça devient chronique, c'est problématique. Il y en a beaucoup de sujets, de personnes qui ont justement la maladie de Lyme et se font piquer par le tic. Alors aujourd'hui, les statistiques qui sont reconnues par les organismes ou l'État même, c'est 55 000 nouveaux cas par an. Par an ? Ouais. Avant, il y a quinzaine d'années, on était autour de 10 000. Alors, est-ce que c'est la déclaration de la maladie de Lyme qui a fait grandir ces chiffres, ou parce qu'on est beaucoup plus conscient de la présence de cette maladie, oui. Qui fait flamber les chiffres, ou c'est plutôt ces tiques qui sont infectées, qui se propagent un peu partout, au vu le réchauffement climatique. Là, aujourd'hui, j'ai pas la réponse à cette question, mais ce qui est sûr, que c'est une maladie qui progresse, que la prévalence de cette maladie augmente chaque année, et les séquelles, on les voit après. Alors, vous dites que c'est une maladie qui progresse. Combien de temps après, justement... le contact avec le Borrelia ? Oui. Écoutez, ça peut varier, c'est de quelques semaines, quelques mois, quelques années. J'ai vu des patients qui sont traités pour Lyme ou sont suivis pour Lyme depuis 1995.
Alors, mais finalement, c'est une maladie assez récente de connaissance. Assez récente parce qu'on en parle plus. Mais c'est une maladie qui existe et qui existait, diagnostiquée en 75. Diagnostiquée en 75. Oui. Si on fait la comparaison par rapport au VIH, c'était dans les années 80 qu'on a découvert cette maladie qu'on traite. Mais la maladie de Lyme, c'est diagnostiqué et traité 75, mais existait auparavant. C'est un peu plus compliqué à répondre à cette question, parce que je pense que cette maladie existait même bien avant. Mais on s'est pas rendu compte. On n'a pas diagnostiqué, il n'y avait pas les tests. Même les tests qui existent aujourd'hui, d'ailleurs, ne sont pas si fiables que ça. Alors, lorsque je suis diagnostiquée sur la maladie de Lyme, quels sont les symptômes justement sur la personne? Qu'est-ce que on me l'a diagnostiqué, mais par rapport à quoi? Combien de temps après? Bon, alors vous dites ça peut être une semaine, 15 jours. Un an. Alors, un an après, on peut avoir... Dans la maladie de Lyme, ce qu'il faut savoir qu'a priori aujourd'hui, ce qui fait consensus sur l'évolution de cette maladie, c'est 3 étapes. L'étape primaire, c'est l'étape quand on se met en contact avec ce pathogène. Ce qu'on appelle le stade primaire, c'est l'érythème migrant. C'est plutôt une atteinte cutanée. C'est un rongeur qui apparaît avec ce qu'on appelle l'érythème migrant. Cette phase, si vous avez reçu l'antibiothérapie, a priori, on serait efficace dans l'éradication de cette maladie. Si cette maladie n'a pas été traitée parce que l'érythème est passé inaperçu, parce qu'on l'a pas vu, ou parce que c'était tellement petit qu'on a attribué à autre chose, comme moustique ou araignée, ou on n'a pas fait attention, ça passe dans le stade secondaire. Cette phase, ça peut être par des palpitations, par des arthralgies de douleurs articulaires. Des palpitations du cardiaques, oui, on se sent des palpitations. Ah oui. Et des atteintes viscérales aussi. Cette phase, ça peut passer aussi, on passe au stade tertiaire, au persistant de la maladie. Et là, on a des symptômes neurologiques, articulaires, myalgie, palpitations cardiaques. Les symptômes, le tableau clinique, c'est tellement riche. On appelle toujours que c'est une maladie imitatrice. Elle peut sembler à n'importe quelle maladie. Ou à beaucoup de maladies. Alors, vous dites quand c'est déclaré donc maladie de Lyme, il y a des traitements, je suppose, parce que une maladie grave, puisque moi j'ai entendu dire que l'on peut aller jusqu'à être dans un fauteuil. C'est une maladie. Il faut savoir s'il n'est pas traité, il peut avoir des séquelles graves et perte d'autonomie majeure aussi. Des patients qui perdent leurs emplois, la vie sociale, qui deviennent grabataires si la maladie progresse sans traitement. Donc il faut le traitement. Alors le traitement aujourd'hui ne fait pas l'anonymat. Aujourd'hui, le traitement, il y a plusieurs écoles parce qu'il y a plusieurs définitions. C'est pas définition en fait, si vous voulez. Le problème aujourd'hui concernant cette maladie, je parle de la maladie de Lyme chronique. Il y en a plusieurs attitudes en face de cette terminologie. Il y en a qui admettent la présence et l'existence de la Lyme chronique. Il y en a certains qui disent que ça n'existe pas, la maladie de Lyme chronique. Il y en a, ce que j'essaie de faire partie, si vous voulez, de dire que Lyme existe, Lyme chronique existe, mais il faut déjà éliminer d'autres choses. Alors, ça, c'est forcément un examen sanguin poussé. Je veux dire, où le patient qui Alors, vient on revient voir... sur la polémique du jour, les sérologies de cette maladie. Aujourd'hui, ça a été reconnu même aux États-Unis qu'ils sont pas si fiables que ça. Ils ont une sensibilité médiocre, surtout ce qu'on appelle le test de dépistage, que ça peut être tout à fait négatif, et vous avez la maladie chronique. D'où, aujourd'hui, je pense, il faut aller plus loin dans la recherche, qu'on puisse développer d'autres tests ou confirmer d'autres tests. Mais il ne faut pas en rester là. Ça veut dire que, comme vous dites, la maladie de Lyme, quand c'est dépisté, ça peut être une autre maladie qui est... Ce que je vous dis, la maladie de Lyme, ça peut ressembler à plein de maladies autres, surtout des maladies auto-immunes. L'intérêt d'avoir un avis médical, c'est déjà confirmer oui ou non Lyme chronique et chercher aussi autres maladies qui peuvent être en commun avec d'autres symptômes cliniques qui peuvent ressembler à Lyme chronique. En 2018, vous allez me dire qu'il n'existe pas quelque chose qui différencie les deux, enfin la maladie de Lyme et puis autre chose. Ce que j'essaie de faire. C'est pas si simple que ça. Oui, je pense. Oui, c'est très compliqué, c'est controversé, c'est compliqué. Il y en a plein d'écoles. Il y a très peu d'études scientifiques concernant cette maladie. Il y a les revues internationales, surtout aux États-Unis, qui sont bien développées. En France, aujourd'hui, il n'y a pas d'études scientifiques reconnues, parce que les études scientifiques,
le connaît, monsieur, qu'il faut qu'il soit randomisé, il faut qu'il soit bien large pour qu'on prenne en compte les résultats, qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors en fin de compte, c'est une maladie très très grave à prendre au sérieux. Non, je suis piquée par le tic, je fais la tic. Je fais les examens, tout ça. Est-ce que je suis hospitalisée? Comment ça se passe pour justement me faire soigner? Alors pour se faire soigner, c'est l'hospitalisation, c'est pas nécessaire dans la majorité des cas, heureusement, parce que sinon ça va vite déborder. Ce sont des tests par une prise de sang. Des fois, on a besoin de faire de l'imagerie cérébrale qui permet de voir un peu plus clair ce qui se passe, parce que souvent ces patients ont des manifestations neurologiques invalidantes qui pourraient ressembler à d'autres maladies comme la CEP, comme autres maladies. On va pas rentrer trop dans les détails. Et après, si vous voulez, c'est l'ensemble de tableaux entre l'histoire clinique, le contact avec le tic, la tic, les résultats, la prise de sang, l'imagerie qui permet de mieux affiner le diagnostic et proposer éventuellement un traitement. Parce que le traitement, il faut savoir, c'est un traitement qui est assez lourd, assez long, et des fois, la réussite n'est pas au rendez-vous. Oui. Et ce traitement est à base d'antibiotiques ou il y a autre chose? Alors moi, personnellement, c'est la base de traitement que je mets pour mes patients, c'est l'antibiotique. Oui. Il y en a plusieurs écoles. Oui. Antibiotiques à longue durée. Antibiotiques au longue durée. Et quelle est la molécule qui serait le plus efficace? Il y a discussion toujours. Oui, il y a toujours ces protocoles. Il n'y a pas de consensus clair et net. Il y a beaucoup de protocoles. Il n'y a rien harmonieux aujourd'hui pour dire j'ai Lyme, je reçois ce traitement. C'est j'ai Lyme, plusieurs écoles après. Il y en a déjà qui ne reconnaissent pas Lyme chronique. L'idée, ce que j'essaie de faire sous les symptômes, c'est déjà ne pas laisser chez ces patients, parce que j'en ai plein, qui sont complètement dans l'errance médicale, qui ne sont pas reconnus même par des sociétés savantes, par des autres confrères. Et essayer de voir avec eux ce qu'on peut faire au mieux, en espérant améliorer les symptômes de cette maladie qui reste chronique, qu'il faut malheureusement des fois vivre avec. Donc, si par exemple, maintenant, quelqu'un vient, il a une piqûre de tic, on a enlevé avec un tire-tic, l'antibiothérapie est systématique? Non, c'est pas systématique, non. Pas systématique, non. Si vous venez me voir pour me dire que je viens de rentrer de la forêt, que j'ai trouvé une tique, je l'ai enlevée, ça fait même pas... Et la tique était toute petite, il n'y aura pas d'antibiotique. Mais si vous revenez me voir dans 48 heures, vous me dites j'ai trouvé une tique sur le ventre et je l'ai enlevée, il y a un érythème migrante, ça, vous allez recevoir de l'antibiothérapie. Oui, d'abord, qu'est-ce que c'est un érythème migrant? C'est pour nos auditeurs. Alors, c'est un rougeur qui grandit avec un centre qui est pâle. Ça grandit. Maintenant, la dimension de cet érythème, ça varie. Il y en a des patients qui voient quelques centimètres. Il y en a, ça peut prendre carrément moitié. Oui. C'est une rougeur, en quelque sorte. Un rougeur qui grandit en laissant le centre clair. Le centre est clair. Et ça peut être partout, ça peut être sur le ventre, ça peut être sur le bras. Où est-ce qu'il y a eu la piqûre, en fait. Oui. Alors, d'où on dit, par exemple, sur la cuir chevelu, vous n'allez pas le voir parce que il n'y a pas de moyen de voir cette lésion cutanée. Mais ça va gratter, ça va pas gratter, ça gratte pas. Généralement, ça gratte pas. Ça gratte pas. Généralement, je parle, parce qu'il y en a aussi des patients qui arrivent avec des démangeaisons. Mais généralement, ce qui est sûr, quand la tique elle est là, ça gratte pas. Mais après, ça dépend ce qu'il avait comme pathogène. Et comment vous allez réagir à cette piqûre. Il y en a qui développent des démangeaisons, il y en a ça passe inaperçu. Oui, si je comprends bien, la personne rentrant de la forêt, ils ont vu une tique, là vous ne donnez pas forcément tout de suite des antibiotiques. Non, par exemple, c'est 2 ou 3 jours après qu'ils ont retrouvé la tique, c'est plus grave alors. Non, oui, en fait, si vous voulez, la probabilité de transmettre cette maladie, c'est linéaire, c'est-à-dire avec le temps. Vous l'avez depuis une demi-heure, c'est pas pareil si vous l'avez depuis 48 heures, parce que vous avez beaucoup plus de chances d'être en contact avec ce pathogène, Borrelia, et ce qui est ce qu'on appelle les co-infections, qui sont associées au Borrelia. Donc je préfère parler de maladies vectorielles que tic. Vous pouvez expliquer un petit peu ce qu'est la co-infection? Alors les co-infections, ce sont des pathogènes. Quand on dit pathogènes, c'est des microbes, variés. Ça peut être virus, ça peut être fongique, ça peut être parasitaire ou parasite, qui est transmis des fois avec la Borrelia de Lyme. Oui.
Donc, c'est ça, les quand la tique, il faut chercher. Oui, la tique pique la personne, il y a une possibilité d'avoir d'autres maladies que la maladie de Lyme. Ce qu'on appelle les co-infections. Alors, à surveiller, donc, comme vous dites, le tic, la tique, la maladie de Lyme. Oui, bonjour. Mathieu. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, j'ai écouté la radio, j'étais sur la route, donc je me suis arrêté. Et voilà, au sujet de Lyme. Lyme, c'est une maladie et je me suis renseigné beaucoup par rapport à ça. C'est le cas de ma sœur. Elle est de 89. Elle est jeune. On lui a diagnostiqué une sclérose en plaques, une CEP, et on voulait pas trop y croire. On a cherché de notre côté, nous aussi. On est tombé sur la maladie de Lyme et on a trouvé qu'il y a beaucoup de symptômes clinique que ma sœur est là et que ma mère aussi, elle se souvenait avoir vu une piqûre d'une tique et ayant les mêmes aspects que donc pâle au milieu et une rougeur qui s'étend par un moment quand elle était jeune, quand elle était toute jeune, une petite fille quoi. Vous me recevez toujours? Oui, on vous écoute. On vous écoute. Elle a eu beaucoup de symptômes cliniques, je me rappelle pas de tout, mais ces mouvements de tête ces tremblements, et puis et sa grippe avec il a une forme de tension dans les doigts aussi, qui voilà, elle rentre comme dans un état de transe de temps à autre. Elle a eu donc une perte de mémoire, elle a eu mal aux yeux, elle a eu des problèmes de vue. Elle a eu plein de symptômes comme ça qu'on a trouvé dans la liste des symptômes de la maladie de Lyme, avec ce déclic aussi qui est cette piqûre qu'elle a eue. Aussi, alors quand on lui a fait des tests sanguins, je me rappelle plus comment ça s'appelle, je pense que c'est NFS ou quelque chose comme ça. C'est ELISA, après c'est Western Blot. Ce qui est utilisé aujourd'hui en France. Très bien. Alors donc du coup, on lui a trouvé que c'était positif à Lyme. On lui a refait le test. Et c'était négatif. Oui. On n'a toujours pas compris. Bon, je vous parle, tous ces tests-là, tous ces trucs-là, ils se sont passés en Tunisie, dans la région de Sfax. Ma sœur, aujourd'hui, je viens de la déposer à l'aéroport, elle est rentrée, elle est passée 10 jours avec moi. On a revu d'autres médecins qui sont spécialisés dans la neurologie et spécialisés dans la CEP. Oui. Et ils ont vu donc le dossier médical complet, donc ils ont validé que c'était la CEP encore une fois. Comment dirais-je, moi le doute je l'ai toujours. Voilà, le doute je l'ai toujours. Le seul truc qui me disent que je voulais poser cette question, voilà, bien précise après tout ça, c'est que est-ce que un malade avec la maladie de Lyme peut réagir bien avec le Tysabri, ce médicament qui pour la CEP. Pour la CEP, tout à fait. Si vous voulez, pour répondre à votre question, pour le diagnostic de la maladie de Lyme, ce que j'ai dit tout à l'heure, le diagnostic, ça se passe sur plusieurs éléments. Le premier, c'est l'histoire clinique, le contact avec la tique. Après, il y a certains examens à faire. Dans le cas de votre sœur, ça a été diagnostiqué la CEP. La CEP a été traitée. Est-ce qu'il y a de l'amélioration de l'état de santé de votre sœur ou non? Avec le Tysabri, absolument. Elle est passée par une phase, là, l'heure qu'il est, elle est sur chaise roulante, elle a frôlé la mort. Oui. Elle a eu une luxation donc au niveau de la clavicule en bas. Donc, oui. Donc, voilà, elle a eu des problèmes de déglutination. Oui. Après, avec le Tysabri, ça fait 3 ans qu'elle est stable, qu'elle n'a plus de poussée, qu'elle n'a plus de problème. D'accord. Écoutez, déjà, c'est une bonne nouvelle pour elle. J'espère que ça va aller mieux. Mais ça n'empêche pas, si vous voulez, la sérologie de maladie de Lyme, aujourd'hui, ce que j'ai dit tout à l'heure, la fiabilité de cet examen, elle est médiocre. Quand c'est négatif, ça veut rien dire, mais quand c'est positif, moi, je la prends en considération. Maintenant, il faut compléter les bilans par la suite. Je ne mets pas du tout en cause le travail qui était fait par mes confrères, mais des fois, ça vaut le coup d'aller un peu plus loin dans la recherche parce que on peut avoir la CEP, mais on peut avoir Lyme aussi. Vous voyez, l'un n'empêche pas l'autre. Moi, le truc, c'est le Tysabri qui ne soigne que la CEP finalement, et qui a bien marché. Écoutez, si votre sœur est sur une bonne voie, restez avec ce médicament pour l'instant.
en gardant un arrière-pensée qu'à un moment donné, s'il y a une dégradation, de refaire un peu les bilans dans ce cadre-là. Aujourd'hui, vu l'amélioration, je dirais continuer le suivi avec le même traitement qui est en cours. Mais par contre, s'il y a de nouvelles dégradations, parce que avec la maladie de Lyme, des fois, on a des phases de repli et réapparition des symptômes par la suite. Mais généralement, je le dis, 3 ans avec amélioration avec le dernier traitement, a priori, votre sœur, elle est sur la bonne voie quand même. Ah oui, non, mais là, en tout cas, elle est sortie du danger et elle s'améliore, mais tout doucement, c'est très lent et bon, on se fait pas d'illusions. Bien sûr qu'elle a regardé des séquelles, elle a beaucoup de séquelles, mémoire cognitive, beaucoup de même aussi motricité. Mais elle est jeune, bon, on se dit tiens, elle va reprendre petit à petit, elle va reprendre ce qu'elle peut reprendre. Mais la question qui peut aussi valoir pour beaucoup de gens, quand le Tysabri il marche, ça ne veut pas dire que c'est absolument la sclérose en plaques, et c'est ce que disent les praticiens qui sont spécialisés. Ils disent que tant que le Tysabri il marche, c'est la CEP, c'est pas autre chose. Écoutez, la médecine c'est pas une science de 1 + 1 = 2. La médecine c'est plutôt une science de probabilité. Moi, un patient qui en tire des bénéfices sur un traitement, la seule chose que je le fais, c'est poursuivre ce traitement tant que le patient le supporte bien. Bien sûr. D'accord. Ce que j'ai dit tout à l'heure, la CEP existe, Lyme existe, l'un n'empêche pas l'autre, mais s'il y en a un des médicaments qui a apporté sa preuve, il faut rester avec ce médicament, avec le suivi qui est initié aujourd'hui. Ça n'empêche pas, si par malheur, dans l'avenir, il y a une nouvelle dégradation, d'aller un peu plus loin dans la recherche dans le cadre de Lyme. Dans la recherche comment? C'est-à-dire, il faut refaire les sérologies, il faut rechercher d'autres co-infections, il faut refaire l'imagerie cérébrale, ça c'est les neurologues qui ont l'habitude plus que moi de surveiller la maladie, ou la CEP plutôt. S'il n'y en a pas de nouvelles poussées, mais par contre cliniquement il y a d'autres symptômes qui apparaissent, ça vaut le coup de tenter de chercher dans le cadre de maladie de Lyme. C'est très clair, c'est très clair. Merci infiniment. Je veux juste dire, moi je me suis renseigné aussi beaucoup, vu que c'est un membre de famille. C'est c'est normal. C'est la maladie de Lyme, elle est méconnue, c'est vrai, par beaucoup de gens et ils la prennent pas au sérieux. Ils la connaissent même pas. L'idée, si vous voulez, de parler de Lyme, c'est sensibiliser au maximum que c'est une maladie qui existe, c'est une maladie qu'on peut toujours proposer de traitement, il faut y penser. Mais je veux juste relever le problème des gens qui ont cette maladie pendant longtemps et qu'elle n'est pas connue comme étant une maladie à longue durée. Elle n'est pas prise en charge bien comme il faut c'est tout le débat aujourd'hui. Le débat aujourd'hui, c'est reconnaître la forme chronique de maladie de Lyme. Oui, absolument. Ce qu'on appelle la forme persistante. Voilà. Je souhaite bon courage à ceux qui se battent pour ça et puis merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de votre appel. Merci de votre appel. Merci d'avoir écouté Radio Pisalène, d'avoir témoigné justement sur la maladie de Lyme. Effectivement, je rajoute votre témoin. Oui, parce que j'entends tous les jours. C'est sympa tout ça. Au revoir. Merci de votre témoignage. La prévention reste la meilleure solution et démarrer une antibiothérapie au plus tôt possible dès le moindre doute. Alors, ce monsieur-là parlait de Tysabri, c'est quoi ça? C'est un médicament qu'on peut utiliser dans l'atteinte de sclérose en plaques. C'est un nouveau médicament, si vous voulez que ça marche. Maintenant, si vous voulez, le problème aussi, la sclérose en plaques, le pathogène de cette maladie, aujourd'hui, on n'a pas de certitude, c'est quoi? C'est quoi l'origine? On sait que c'est une maladie inflammatoire, neurologique, auto-immune, mais on n'a pas mis la main encore sur l'origine exacte de cette maladie. De la sclérose en plaques. Sclérose en plaques, je parle. Oui, parce que la maladie de Lyme, c'est la piqûre de... La maladie de Lyme, c'est causée par le Borrelia. D'accord. La sclérose en plaques fait partie, comme une bonne partie des maladies auto-immunes, et j'en parle en tant qu'interniste, que sont des maladies déclenchées qu'on ne sait pas encore l'origine exacte, est-ce que c'est plutôt infectieux ou c'est un dérèglement du système immunitaire, c'est déclenché par quel mécanisme? A priori c'est auto-immune, mais c'est quoi le facteur déclenchant?
Il y en a beaucoup de maladies qu'on ne sait pas encore. Donc ça, c'est pareil. Je pense qu'en 2018, comme vous dites, vous êtes en train de vous battre pour justement voir un petit peu. Alors, je me permets parce que ce que j'essaye de faire à 5 ans, d'ailleurs, je remercie l'équipe, la direction, je remercie l'équipe de 5 ans parce que c'était derrière moi, elles ont accepté de rentrer dans cette aventure. De la direction jusqu'à l'équipe que je travaille avec elle. J'ai réussi aujourd'hui à faire un petit groupe des médecins, des médicales, paramédicales, pour organiser une filière de prise en charge de ces patients que je pense et je reste persuadé que le médecin traitant fait une partie essentielle de la prise en charge dans déjà le traitement de premier secours. Et de suivre ces patients-là. Parce qu'aussi, il y a l'autre possibilité de soigner ces patients qui peut être par la médecine complémentaire au parallèle, l'homéopathie, que ça marche chez certains patients. L'idée, c'est... Alors, ce qui veut dire, c'est à la clinique Saint-Com, c'est ça, hein, là où vous exercez. Vous avez, vous-même, docteur Zedan, c'est votre... c'est votre... métier, vous êtes spécialisé dans vous essayez de vous spécialiser dans la maladie de Lyme. Alors, j'essaie de vous expliquer un peu de façon schématique, un peu. Alors, il y a un service de médecine polyvalente. Donc, on est plusieurs intervenants. Il y a Dr Barbier et Dr Co qui interviennent dans ce service. Il y a un hôpital de jour. C'est un hôpital de jour qui est à la base pour toutes les spécialités parce que c'est une clinique qui a une forte activité chirurgicale, oncologique et néphrologique. Ce qui était rajouté dernièrement, c'était de ce qui est plutôt médical, neurologique, Lyme, oncogériatrique. Et l'hôpital de jour de Lyme fait partie de cette organisation, si vous voulez. Aujourd'hui, mon activité principale est basée sur la consultation, concernant Lyme, je parle, sur la consultation et l'organisation d'un hôpital de jour pour certains patients qui ont besoin des bilans complémentaires. Aujourd'hui, c'est organisé dans ce sens-là. Et je répète, je remercie la clinique de leur soutien, parce que c'est une chance que j'essaie de développer la prise en charge de cette maladie dans la région. Et je trouve que c'est bien ce que vous faites parce que justement, comme on dit, c'est une maladie qui arrive là. C'est une maladie, comme j'ai dit au début, c'est une maladie controversée. Il faut déjà adhérer à l'idée que Lyme chronique existe et à partir de là, on peut écouter, on peut soigner. Mais il faut déjà adhérer à l'idée que cette maladie chronique persistante existe. Il faut qu'elle soit reconnue. Il faut qui, a priori, verra le jour dans les jours ou les semaines à venir pour redéfinir la prise en charge de cette maladie chronique, je parle toujours. Oui. Et pourquoi vous dites chronique ? Chronique, c'est à vie, c'est ça. Quand on fait, si vous voulez, quand on parle chronique, c'est une maladie qui va durer dans le temps et les symptômes vont durer dans le temps. Et toute la question, c'était là que, auparavant, on pensait que Lyme, c'est juste le contact avec Borrelia, traité par antibiotiques, on n'en parle plus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de littérature internationale en France qui parle que non, c'est chronique. Il y aurait une participation auto-immune aussi dans cette maladie qu'aujourd'hui on ignore exactement. Alors vous étiez en train de me dire tout à l'heure que c'est reconnu aux États-Unis ou non ? Alors il y a quelques semaines, il y a ce qui est l'équivalent, si vous voulez, de pas exactement le nom dans ma tête, mais ça a été reconnu la forme chronique de Lyme. Il y a quelques semaines, et ça a été reconnu officiellement aux États-Unis, en espérant que ça va arriver en France. Dans combien de temps ? Ça, le temps est relatif. Vous avez espoir ? Pour vous, c'est... Oui, vous avez espoir quand même. J'espère. Façon que... J'espère. Ça bouge et j'espère quand même que les défenseurs de la théorie de maladie de Lyme chronique verront la reconnaissance de cette maladie de façon officielle. Alors surtout pour vous aussi, pour tous vos collègues. Surtout pour les patients. Et les patients parce que ça permettra d'ouvrir la voie sur des recherches, sur des études, sur des choses un peu plus poussées. Ce qui existe aujourd'hui. Il y en a beaucoup de patients qui sont atteints de la maladie de Lyme. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, officiellement, je pense 2017, 55 000 nouveaux cas déclarés. Ça, c'est déclaré. Hein. Déclaré, oui. Alors, qui n'est pas déclaré, je vous parle statistiquement. Est-ce que c'est une maladie prise en charge à 100% par la sécurité sociale, pas d'ALMD ? Non.
Alors, pourquoi justement que c'est pas... À ma connaissance, mais pas elle. C'est peut-être parce que ça n'a pas été reconnu, c'est peut-être ça aussi qui fait Parce que la forme chronique, pour l'instant, c'est encore un débat. Il n'y a pas de reconnaissance officielle. Que vous pouvez donner justement, docteur, lorsqu'on va se balader dans les bois. Savoir aussi pour nous, mais aussi pour les enfants. Alors, on revient toujours sur le sujet. Le meilleur traitement, c'est la prévention. La prévention, c'est déjà éviter les zones dans mesure de possible qui sont infectées. Deuxièmement, c'est s'habiller. Et j'insiste sur ce point-là. Les habits qui couvrent. Pas y aller en short. Ni short, ni maillot. C'est déconseillé. Même pas en maillot de bain. Même nu. Non. Et bien vérifier au retour, bien chercher s'il y a des tiques qui existent. Et pour les enfants, bien regarder leur tête. Parce que concernant leur taille, ça peut exister dans la cuir chevelu. Oui. Suivre les chemins. Suivre les chemins, mettre des bottes, les habits bien fermés, des chapeaux si possible, des habits clairs, ce qu'on est répulsif aussi. Mais l'efficacité de toutes ces mesures, la seule chose qui a été démontrée, c'est vraiment les habits. La question, elle sera la suivante. Vous avez beaucoup de patients qui viennent vous voir. Ce sont des patients de toute la région. Ils viennent des alentours ou alors vos patients viennent de loin? J'ai des patients qui viennent me voir, qui viennent de très loin aussi, qui me posent un petit souci de suivi, si vous voulez, parce que quand on voit les patients pour cette maladie, il faut savoir qu'il faut qu'ils reviennent à plusieurs fois en consultation. Quand ils habitent dans la région, la question se pose pas, mais j'ai des patients qui viennent de très loin. Et pourquoi de très loin? Parce que tout simplement, je peux vous donner des témoignages. C'est des patients qui, leur médecin traitant ne veut pas entendre parler de l'AM. Il y a des patients qui ont fait eux-mêmes la recherche et ils ont trouvé par des petits moyens faire des sérologies qui positives qui n'est pas reconnues par leur médecin ou n'arrivent pas à trouver des médecins spécialisés sur place. D'où j'en profite pour remercier les associations. Il faut y penser aussi. Ah oui, on va en parler des associations. Ouais. Est-ce qu'il en existe? Il y en a beaucoup. Il y en a des associations qui font un travail remarquable. Alors qu'est-ce qu'elles font? Dans l'accompagnement de ces patients, qui aident les patients déjà rien écouter ces patients, participer à certaines actions, événements pour sensibiliser le grand public. Ils font des débats. Ils essayent de guider les patients vers des médecins qui sont spécialisés avec une distance géographique acceptable, parce qu'il y en a qui viennent de loin. Moi, j'en ai qui sont venus de Marseille. J'essaie de leur expliquer que le suivi, ça peut pas être très pratique pour cette maladie, que ça serait plutôt qu'un suivi sur place, ça reste beaucoup plus utile, mais malheureusement, la réponse est j'en ai pas trouvé. Alors, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, un site pour justement, comment fait-on pour contacter les associations de Lyme? Aujourd'hui, sur l'internet, vous avez plusieurs associations, vous avez France Lyme, vous avez Lyme sans frontières, vous avez le droit de guérir, vous avez sur l'internet, quand vous tapez association Lyme, il y a plusieurs sites et en prenant contact avec ces associations, elles vont vous aider à s'orienter vers des médecins, vers des structures d'hospitalisation s'il le faut. Je répète, je les remercie parce que franchement, elles font des travail formidables. Oui, parce que et elles ont le courage aussi. C'est ce que j'allais dire, c'est quand même très important d'aider le patient. C'est en priorité, c'est ça. C'est le patient. C'est le patient, ouais. Parce que je pense que c'est quand même une maladie qui doit faire souffrir. Elle fait souffrir. Il fait pas souffrir que le patient, parce qu'elle fait souffrir le patient et son entourage. Oui, j'allais vous le dire. Oui. C'est une maladie qui touche des tranches d'âge variées. J'en reçois des patients pour des enfants de 5 et 6 ans et 10 ans. Malheureusement, ma spécialité s'arrête à l'âge de 16 ans. Ils ont besoin des pédiatres. D'ailleurs, j'essaye de trouver ici dans la région, en collaboration avec des collègues, s'il y en a qui veulent bien accepter de suivre ces enfants-là. Vous avez des jeunes filles, des jeunes garçons, des personnes âgées même. Le plus âgé que je suis, il a 91 ans, qu'il a la maladie de Lyme.
Plus jeune, je peux vous le dire, il a 16 ans. Alors, je ne peux pas aller plus bas. Alors, les patients, je veux dire, ça commence à quel âge? Oui, parce qu'il n'y a pas d'âge pour la maladie. Il n'y a pas d'âge pour connaître la tique. Ça commence de tout petit, en bas âge, jusqu'au... Et vous recevez vos patients, donc, là-bas, à la clinique Saint-Com? En consultation, en premier lieu. Après, on s'organise en fonction des symptômes, des bilans. Il y aurait probablement un hôpital de jour par la suite, ou juste un suivi en externe. Qu'est-ce que vous conseillez tout de suite, la première chose à vos patients? De consulter, d'aller voir une association, de se renseigner, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que je conseille, tout simplement, de se faire soigner par tous les moyens de leur convenance. Chaque patient est libre de choisir la façon et à qui s'adresser. Mais ce qu'il faut faire, c'est ne pas rester chez soi en me disant ça va passer. Il faut chercher, il faut essayer de traiter. Quand on a des symptômes que je le vois moi avec mes patients, si vous voulez, qui sont des chefs d'entreprise, qui sont des travailleurs qui viennent me voir, me disent depuis 3 mois, j'arrive plus à trouver la mémoire, j'ai des palpitations, j'ai des douleurs, je dors plus la nuit, j'ai des sueurs, je me suis fait piquer par un tique. Vous voyez, ces patients, il y en a qui ont perdu leurs emplois vu les symptomatologies de cette maladie. Et que c'est pour ça que je dis il ne faut pas rester sans demander l'aide, sans demander de diagnostiquer et se faire soigner. C'est ce que vous conseillez à vos patients? À tout le monde, mes patients. Tous les patients, oui. Ouais. D'accord. Docteur Bauduit, vous avez peut-être une question à poser en ce qui concerne... D'ailleurs, j'en profite, Monsieur Bauduit, c'est un cardiologue. La palpitation et le problème cardiaque chez les patients Lyme fait partie du tableau. Récemment, j'ai rencontré une dame qui a fait Lyme. Son problème principal, c'était cardiaque. C'est le premier. Ah bon, c'est le premier symptôme? Non, c'est pas le premier symptôme, ça fait partie du tableau. Mais son problème principal de cette patiente, c'était Lyme. Oui, c'est des palpitations. C'est-à-dire que à aucun moment on parvient pas à avoir un examen objectif de ce qu'elle a. Il y en a qui ont des tachycardies sinusales, il y en a qui développent jusqu'aux tachyarrhythmies. D'accord. C'est un lien avec cette maladie. D'accord. Mais alors, en général, c'est toujours le même symptôme. C'est-à-dire que si je me suis fait piquer par la tique, peu de temps après, alors tout ça, ça dépend si la tique, elle est, comment on appelle ça, infectée par Borrelia ou d'autres pathogènes. Tous les patients ont le même symptôme, c'est-à-dire, comme vous dites, des palpitations, des... Non, il n'y a pas, c'est pas standard, si vous voulez. D'accord. Quand il y a certaines maladies qui sont diagnostiquées sur des symptômes bien précis. Mais Lyme, ça fait partie des maladies que c'est tellement varié, le tableau. Ça peut toucher tout le système, neurologie, cardiaque, pulmonaire, digestif, que les symptomatologies articulaires, myalgie, c'est qu'il faut prendre en compte tout, l'ensemble de tableau et l'histoire pour pouvoir parler de Lyme chronique. Mais généralement, ce sont des patients qui se plaignent toujours d'une fatigue intense, des douleurs dans les muscles, ce qu'on appelle myalgie, des douleurs dans les articulations, ce qu'on appelle polyarthralgie, des maux de tête, des acouphènes, des troubles visuels, des palpitations. Mais avec tout ça, vous ne pouvez pas, comme vous dites, travailler. D'où je reviens à vous le dire, il y en a qui perdent leur travail à cause de ces symptômes qui sont souvent invalidants. Votre vie est complètement bouleversée avec ça. Je peux vous le dire que ça peut aller, votre vie est complètement ruinée. Ah oui? Quand vous arrivez au stade avancé de ces symptômes, vous êtes à un âge d'activité, vous êtes une mère de famille ou un père de famille, vous avez des enfants en bas âge, votre vie, je peux pas la qualifier, mais c'est pas une vie. Ça devient très difficile à vivre. Sûr. Oui, je reviens sur la prise de le don de sang. Le don de sang. En France, quelqu'un qui a un test positif à la maladie de Lyme peut donner son sang.
Et qu'en est-il d'autres pays européens? Je connais pas comment ça se passe en Europe, en dehors de la France. Sur ce sujet, j'ai pas de réponse claire à vous donner. Il y a des vérités controversées. C'est qui a raison, c'est qui a tort. Aujourd'hui, j'ai pas la réponse claire à vous donner. Donc, à votre connaissance, il y a seulement les États-Unis où le don de sang de quelqu'un qui a un test positif au Lyme, c'est pas possible. Bon, je l'ai lu sur plusieurs sites. Hein. Je n'ai pas la confirmation officielle, mais j'ai entendu dire que. Mais vous n'avez pas de renseignements sur d'autres pays européens que la France. Non, là non. D'accord. Alors, docteur Zedan, lorsque je suis votre patiente, je vais à votre cabinet. Tous les examens que vous faites sur la maladie de Lyme, je pense que ça doit avoir un coût quand même pour le patient. Parce que, alors ma question, est-ce que c'est pris en charge? Mais tout à l'heure, vous étiez en train de nous dire. C'est pas une maladie dans la liste de ALD. Oui. Donc c'est pas pris en charge? Si, c'est pris en charge, mais pas à 100%. Oui, voilà, c'est pas une prise en charge à 100%. C'est pas une maladie dans la liste de ALD, affection longue durée. Tous les examens, donc, ne sont pas... Tous les examens nécessaires sont faits. Il y en a des dépassements, il y en a pas. Oui. Aujourd'hui, cette maladie n'est pas encore reconnue dans la liste de 100%. D'accord. Parce que bon, c'est vrai que... Oui. S'ils ont une mutuelle... oui. C'est remboursé. Comme quand on a une grippe, par exemple. Oui, parce que bon, c'est sûr que d'avoir la maladie de Lyme, en plus... Ce qu'il faut savoir, qu'il y en a certains de ces patients qui vont en Allemagne pour se faire soigner. Et moi, je vous le dis, par rapport à ce que j'ai entendu de la part de mes patients, ça leur revient très cher. Nous, je pense qu'il y a on peut se permettre. Il faut qu'on arrive à développer la recherche en France. Oui. Alors, pourquoi qu'ils vont en Allemagne? Parce que paraît que là-bas, les patients en privé, parce que ce sont des cliniques privées qui développent plutôt la prise en charge de Lyme. Je connais pas le système, mais ils arrivent à bénéficier d'une prise en charge adaptée à leur maladie. D'accord. En espérant qu'on aura la même chose en France. En commençant par Syncom. Voilà, exactement. Écoutez, au départ, je vous remercie de m'avoir invité à cette émission qui est très intéressante. Je reviens toujours sur l'idée principale, c'est la prévention. Faites attention quand vous allez promener dans les forêts. Protégez-vous bien. Essayez de toujours chercher s'il y a des tiques qui sont sur vous, les enfants, les chiens. N'hésitez pas à aller voir un médecin au moindre doute. C'est vraiment les signes, sont vraiment ce qu'il faut retenir de cette soirée, c'est la prévention, afin d'éviter cette maladie qui peut être grave. Ce que vous disiez, c'était très important, surtout de ne pas aller en forêt même, mais de suivre le chemin. Voilà, le chemin dans la forêt, de bien s'habiller, ne pas essayer de s'aventurer dans les petits buissons, surtout les enfants, ne pas grimper sur les arbres. Tous ces sites qui pourraient être des endroits potentiels pour se faire piquer par ces tiques. Je vous remercie encore une fois. Je me permets de passer un petit remerciement familial. Il n'y a pas de problème. Petits-enfants adorés, Joseph et lui, et mon épouse Brigitte. Et vos enfants s'appellent? Joseph et lui. Joseph et lui. Oh, c'est des très beaux prénoms. Ils ont quel âge? Joseph a 8 ans et lui a 6 ans. Voilà, on vous fait de gros bisous, ainsi qu'à votre femme. Je vous remercie. Et je remercie aussi l'équipe qui travaille avec moi à Syncom, qui font des formidables travail très important, de ces patients qui ont besoin d'être soutenus. Et les associations aussi? Les associations que je pense sans eux, il y aurait beaucoup de monde qui aurait été vraiment dans des difficultés, même pas pensables. Merci à vous, docteur Zedan. Merci à vous.